Je partage plan de la présentation. Tout d'abord, on va commencer par l'introduction. Après, la présentation des objectifs et du déroulement du webinaire et présentation des points clés du module 5 qui s'intitule Gestion des stocks. Ensuite, requis des difficultés rencontrées, les attentes et suggestions des apprenants. Et à la fin, conclusion. C'est c'est l'annonce. Sur le déroulement, veuillez couper votre micro et éteindre la vidéo. Veuillez poser vos questions en utilisant le chat et en levant la main. Vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion à tout moment. Lorsque et seulement lorsque vous êtes invité à prendre la parole, n'oubliez pas de mettre le son et d'allumer votre caméra. Les enregistrements des webinaires seront disponibles sur le canal d'Empower School. Donc voilà, nous allons parler en fait du module 5. Donc bonjour à tout le monde, hein. Nous allons parler du module 5, c'est la gestion des stocks. Donc le module 5, c'est quand même un module assez important. Peut-être beaucoup d'entre vous ou certains d'entre vous l'ont déjà suivi, d'autres ne l'ont pas encore suivi. Mais le module 5 est quand même on va dire, un module avec beaucoup de chapitres et chaque chapitre est assez long. Donc, c'est quelque chose auquel vous devez vraiment vous concentrer quand vous allez l'aborder parce que c'est essentiel à votre formation. Donc, c'est un très gros chapitre avec des matières que vous connaissez probablement et d'autres que vous allez découvrir. Il y aura des notions de mathématiques aussi que vous allez peut-être découvrir ou connaître à nouveau ou découvrir. Donc, on va essayer de résumer ce module 5 en quelques diapositives et pensez bien que ce n'est qu'un résumé. Donc, à la fin, plutôt que d'avoir des questions-réponses, enfin, il y aura des questions-réponses, il serait bien que ceux qui ont participé déjà au module 5 puissent un petit peu donner leur impression sur ce module-là et en discutent avec les autres étudiants. Donc, ce serait un bon échange qu'on puisse faire. Ok, c'est bon. Alors là, on est sur la présentation en fait du module 5. Voilà, ça c'est l'aperçu, pas forcément du cours, mais ce que vous allez vous avoir dans votre module 5 au niveau des cours en ligne d'Empower. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs chapitres et on va essayer de passer rapidement ou alors pas rapidement, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que contiennent ces chapitres. N'oubliez pas que chacun des chapitres est assez costaud et donc il va falloir que vous soyez motivé et prêt à aborder ce module 5. Next one, please. Donc voilà, alors le premier chapitre, voilà ce que vous allez y trouver. Ce sera l'introduction à la gestion des stocks. Donc, vous allez avoir évidemment plusieurs parties, plusieurs diapositives qui vont vous amener à comprendre tout ce qui est toutes les notions nécessaires à la gestion de stock. Bon, comme je vous dis, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, et que vous avez travaillé dessus, soit dans des entrepôts ou dans des pharmacies, et que d'autres ont travaillé dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, vous connaissez plus ou moins cette gestion de stock, mais c'est toujours bien d'avoir un chapitre là-dessus de cette session sera d'avoir une approche commune sur cette gestion. On va parcourir les problèmes, on va essayer de se poser des questions, d'avoir certaines solutions, mais encore une fois, je vais vous demander d'être très attentif lorsque vous aborderez ce module 5. Il faudra être capable de jouer avec l'équilibre entre la gestion de stock, les finances et les coûts. Donc, ça va être toujours une sorte de jonglage permanent. Ok, donc là, en fait, on est aussi bon. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le principe de la gestion de stock et des six-bons. Donc, les six-bons, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vous l'avez dans beaucoup de modules, dans beaucoup de chapitres, comme vous le savez. La bonne gestion de stock contribue au six-bons, c'est-à-dire bonne quantité, bonnes conditions, bon endroit, bon moment, bon prix, bon produit. Je ne sais pas si je dois revenir là-dessus. Je pense que tous, vous le savez,
et vous savez la signification de ces 6 B. OK? Diapositive suivante. Alors là, on doit se poser les bonnes questions. Que vous alliez en Afrique, que vous alliez en Asie, que vous alliez en Amérique du Sud, vous allez voir que même dans les villages les plus isolés, vous allez pouvoir avoir accès à beaucoup de choses comme des Ah, cigarettes, de l'alcool, des vaches qui rient, des sodas et bien d'autres choses. Donc, ce qui est incroyable, c'est que de voir dans ces villages isolés, dans beaucoup de pays et de partout dans le monde, on arrive à trouver des choses incroyables pour notre besoin, mais qu'au niveau des médicaments de base, ce soit compliqué. Alors, vous savez, là, je vous ai donné un lien, donc vous aurez de toute façon accès à la présentation avec le lien. Selon l'OMS, à peu près la moitié de la population n'a pas accès aux médicaments de base, ce qui est quand même assez incroyable quand on imagine ce qu'on peut trouver dans les villages reculés de certains pays, de partout dans le monde. Même dans nos villages en Europe, qui sont extrêmement reculés, on peut trouver absolument de tout. Par contre, on manque de certains médicaments. Donc, pourquoi? Diapositive suivante. Brenna. OK. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Ouais, parce que le secteur privé, l'importance de la logistique. Voilà. Les fabricants et les distributeurs savent quels sont le type de produit qui va être consommé, où ils vont être consommés, et donc ils ont la capacité de faire on va dire, des prévisions pour pouvoir approvisionner et distribuer rapidement et efficacement leurs produits. De toute façon, eux, c'est-à-dire le secteur privé, on parle d'argent. C'est-à-dire que s'ils ne distribuent pas et ils ne vendent pas, leur business tombe à l'eau. Donc, eux ont fait des études très poussées pour savoir ce qu'ils pouvaient amener à n'importe quel endroit de par le monde. Donc, en fait, eux, ils maîtrisent mieux les difficultés de distribution dans des marchés fragmentés ou aux infrastructures défectueuses. Alors, pourquoi? On peut se demander pourquoi par rapport au secteur public. Ben, on peut dire que parce que les paramètres de base n'ont jamais été spécifiés. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont posées dans le secteur privé et qui ne le sont pas dans le secteur public. Donc, on va voir plus tard ce que je veux dire par là. Il y a aussi que ces paramètres n'ont jamais été liés à des financements réalistes. Par exemple, dans le secteur public, si vous avez beau faire de superbes quantifications, prévoir vos besoins, si vous n'avez pas de financement, vous ne pourrez pas les mettre en œuvre. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. On va voir dans le secteur privé que euh, ce sont des spécialistes qui ont mis au point des systèmes d'approvisionnement pour pouvoir atteindre les clients et faire des bénéfices. Donc pour eux, ils ont investi beaucoup d'argent pour faire ça. Dans le secteur public, c'est un petit peu plus difficile. Donc on va voir pourquoi. Diapositive suivante. Alors, les paramètres de base dont je parlais tout à l'heure qui n'ont pas été suffisamment définis, quels sont-ils? Eh bien, par exemple, dans les pays en développement, on n'a pas forcément défini, euh, parce que la gestion d'un stock, ça a un coût. Donc, il va falloir identifier le coût du niveau de gestion des stocks, et pas simplement au niveau central, mais à tous les niveaux. Denis, D'où le concept Denis, de niveau de service. viens prendre Gustavo. Diapositive suivante. Alors, là, en fait, on va parler un petit peu de ce niveau de service qui, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, le plus souvent, j'entends, je dois gérer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de produits, je ne sais pas par où commencer. L'ampleur de la tâche est immense, et oui, c'est immense. C'est vrai que c'est une des plus grandes difficultés. Et donc, comment faire pour gérer tout ça?
Alors, nous, euh, on utilise ce qu'on appelle un niveau de service, c'est-à-dire que on essaye d'utiliser des méthodes qui existent comme la méthode VEN, par exemple VEN. C'est un concept qui est utilisé en gestion des stocks, peut-être vous en avez entendu parler. VEN veut dire vital, essentiel et non essentiel, c'est-à-dire qu'il y a trois catégories. On va revenir plus tard sur sa signification. Donc, on ne panique pas, c'est-à-dire quand on a des milliers d'articles et des centaines de produits, on se relaxe, on respire et on essaye de comprendre comment on va pouvoir gérer cette immense tâche. Diapositive suivante. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est la méthode VEN. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs façons de définir le niveau de service. Par exemple, vous pouvez, à titre d'exemple, utiliser cette méthode VEN. Il est par exemple, quelle est la quantité ou le niveau de service que vous allez pouvoir apporter avec des médicaments vitaux. Par exemple, pour des médicaments vitaux, vous allez dire, OK, 100% des médicaments vitaux que j'ai dans mon stock doivent parvenir à cet endroit-là. Ensuite, vous avez un niveau de service à 90%. Par exemple, les médicaments essentiels. Là, vous allez dire 90% de mes médicaments essentiels doivent parvenir à cet endroit-là avec des ruptures de stock qui ne doivent pas dépasser 14 jours. Et ensuite, vous allez dire, bien, écoutez, 80% des produits non essentiels, euh, voilà, je vais les définir avec une rupture de plus de 30 jours, ne doit pas dépasser plus de 30 jours. Donc voilà, c'est la méthode VEN, comme vous le voyez, on définit le type d'article prioritaire. Et en fonction de ces articles prioritaires, vous devez vous assurer que 100%, 90%, 80% des articles que vous avez définis doivent être livrés à ces endroits-là. Voilà, donc c'est la méthode VEN. Cette méthode-là vous sera expliquée dans le module 5. Ne paniquez pas ou ne me dites pas ah, j'ai pas compris ça, comment faire. C'est pas grave, le module 5 vous expliquera très très bien tout ce dont on est en train de parler actuellement. Pour l'instant, je vous donne quelque chose à manger. Ça va vous permettre un petit peu de réfléchir avec moins d'appréhension. Diapositive suivante. Alors ça, c'est une chose, il va falloir que vous trouviez l'équilibre d'utiliser la méthode VEN, par exemple, que vous évitiez, on va dire 100%, 80%, 60%, très bien, et que ça fonctionne très bien, vous vous dites, oh, si ça fonctionne bien, je vais augmenter. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer votre niveau de service, et on va calculer plus tard le niveau de service, cela peut représenter une forte augmentation des coûts. C'est-à-dire, en admettant, vous vous dites, OK, on est pour l'instant à 75% de PL, E, méthode VEN, V-E-N, donc E, on est à 75% et on veut pousser à 80%. On est sûr qu'on va pouvoir y arriver. OK, alors vous poussez à 80%. Mais la conséquence, ça va être que vous allez devoir et vous allez avoir une forte augmentation des coûts. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous allez avoir plus de produits en stock, peut-être plus de stock sécurité en stock, et pour ça, il va falloir les acheter, etc., etc. Donc, vous allez avoir plus de quantité en stock, vous allez devoir probablement avoir plus d'espace, plus de monde pour le gérer, donc vos coûts vont obligatoirement augmenter. Faites très attention quand vous gérez vos stocks d'être sûr d'être à l'équilibre. Ne soyez pas trop ambitieux, commencez plutôt bas et augmentez suffisamment en étant sûr que vos coûts, eux, n'augmentent pas trop. Parce que dès que vous voulez un petit peu monter, vous allez arriver à du surstockage ou alors à des coûts énormes. Et votre rentabilité ou votre efficacité, si on parle en termes efficacité, va baisser. Donc, restez toujours à l'équilibre.
Et rester à l'équilibre, c'est un exercice très compliqué. Et cela, on vous l'expliquera dans le module 5, dans la gestion des stocks. Euh, Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors là, vous avez aussi une autre méthode. C'est la méthode APC. Alors, comme vous le voyez, là, ce n'est plus, c'est plutôt, on va dire que on quantifie les articles. Vous voyez 20%, 30% et 90%, non pas en fonction de leur, on va dire, de leur importance à la livraison dans un certain endroit, mais de leur valeur. Donc ça, c'est un autre concept. C'est-à-dire, plutôt que de livrer, on va dire, 90% de médicaments essentiels ou vitaux, ben là, ce sera 90%, ben, la part de leur valeur sera de 5%. Voilà, par exemple. Donc, c'est une autre méthode qui vous sera aussi expliquée dans le module 5. On ne va pas trop s'y attarder parce qu'en fait, il va y avoir des explications bien plus poussées sur ces méthodes de gestion de stock. Donc là, on ne fait que effleurer et approcher ce que vous allez devoir aborder dans le module 5. OK, le diapositive suivante, s'il vous plaît. Par exemple, ce que vous pouvez vous poser comme question, là où vous êtes, dans le pays où vous êtes, il y a trois questions essentielles. Dans votre pays, est-ce que le niveau de service a été spécifié pour la gestion des produits de santé? C'est une première question à laquelle vous pouvez vous poser. La deuxième, est-ce que la gestion de stock implique de mesurer régulièrement le niveau de stock actuel? Très important. Ce sont des questions très importantes. Si vous pouvez répondre à ces questions-là, et moi je serai très content d'entendre euh, vos réponses si vous les avez en fin de présentation, je serais curieux de savoir si vous pouvez répondre positivement ou négativement à ces questions-là. En fait, au final, la troisième question, c'est comment faites-vous pour maintenir l'équilibre entre le niveau de service et le coût? Donc, ce sont trois questions essentielles que vous devez avoir et que vous devez vous poser dans votre pays pour savoir si votre gestion de stock est correcte. Alors, les coûts supplémentaires, hein, on parle des capacités de stockage, on parle des produits, parce qu'il faut acheter les produits, on parle des ressources humaines. Voilà, donc n'oubliez pas que le but, c'est de permettre au patient, quand on parle de produits pharmaceutiques, d'avoir ce dont il a besoin pour traiter ce dont il souffre. Donc, prenez ça euh, bien en compte. Diapositive suivante. Alors, comme vous le voyez, on se pose beaucoup de questions. Comme vous le voyez, le secteur privé, lui, peut opérer dans n'importe quel secteur de manière efficace et probablement peu coûteux, ce qui n'est pas forcément le cas des services publics. Bon, c'est normal, écoutez, les services publics, souvent, il y a un manque de connaissance des gestions de stock, il y a probablement un manque de gestion efficace des financements. Alors ça, les financements, c'est toujours très chronique. Euh, Quand vous manquez de financement, même si vous avez une quantification de bonne qualité, si vous n'avez pas l'argent nécessaire, vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que votre quantification vous pousse à faire. Donc, c'est assez complexe quand on est dans le secteur public et c'est toujours plus facile dans le secteur privé. En principe, le secteur privé manque moins d'argent et manque moins de moyens. Et donc, il est possible que certains d'entre vous travaillent dans le service public et d'autres dans le service privé. Donc, peut-être que vos apports seront importants pour chacun d'entre vous. Donc voilà, alors pour atteindre l'équilibre nécessaire entre le service et le coût, vous avez quatre points très simples. Il faut définir clairement les règles avec des niveaux cibles réalistes, c'est-à-dire ne soyez pas trop ambitieux, restez toujours à un certain niveau d'ambition. Vous pouvez avoir un objectif final très ambitieux, mais allez-y par palier, d'accord? Et en allant par palier, il faut aussi savoir l'argent et les financements euh, dont, dont vous êtes capable d'avoir ou d'aller chercher. Si vous avez des financements faibles, c'est inutile d'avoir des ambitions trop poussées.
Ensuite, il y a des mesures de paramètres, des paramètres clés. Euh, les paramètres clés sont nombreux. Ça peut être la géographie, ça peut être euh, beaucoup d'autres choses qui peuvent euh, on va dire, euh, mettre des bâtons dans les roues de votre programme. Donc, si vous n'avez pas identifié vos paramètres clés pour votre programme, que ce soit le transport, la gestion de stock, etc., vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous avez les financements, que vous savez que, par exemple, vous pouvez envoyer une certaine quantité de médicaments à cet endroit-là, mais que vous n'avez pas de stock, vous allez vous retrouver, comme on dit, le bec dans l'eau. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir être capable euh, de, de faire ce que vous aviez envie de faire. Donc, il va falloir que vous connaissiez tous les paramètres qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif. Si vous n'avez pas de stock, il va falloir trouver un moyen pour en avoir et pour pouvoir gérer et mettre tous ces produits-là dans ce stock-là. Ensuite, entreprendre des calculs de coûts en utilisant les modèles usuels. Alors, les calculs de coûts, on verra un petit peu plus bas ce que c'est, mais bon, vous avez besoin de faire des maths. Donc, ce ne sont pas des maths de haut vol, mais il va falloir quand même que vous fassiez des calculs. Donc, quand vous gérez des stocks, mais vous gérez aussi des coûts. Les produits ont des coûts, les marchandises ont des coûts, un stock a un coût, donc il va falloir que vous soyez au courant de tout ça. Diapositive suivante. Donc là, vous allez ensuite arriver au chapitre 2. Voilà tout ce que le chapitre 2 contient. C'est vraiment le cœur de la gestion des stocks. Donc là, vous avez les inventaires, l'analyse ABC et event dont on vient juste de parler, le taux de rotation, la réduction des stocks, etc., etc. Donc vous voyez, c'est quand même un chapitre 2 et on n'est qu'au niveau du deuxième chapitre alors qu'il y en a 7. Voilà, c'est assez costaud, comme je vous l'ai dit. Allez-y, diapositive suivante. Donc comment gère-t-on un entrepôt? Je pense que vous le savez tous, hein. Il y a trois façons. Il y a une façon manuelle, électronique, mais il y a aussi les deux. Pourquoi manuel? Parce que si vous allez à certains niveaux dans votre pays, vous avez certains niveaux. Vous avez le niveau central, vous avez le niveau provincial, district, village, etc. Il est fort possible dans certains endroits, la seule gestion possible, ce sera une gestion manuelle. Donc, cette gestion manuelle doit être maîtrisée à tous les niveaux. C'est-à-dire que même celui qui utilise une gestion électronique doit être capable de faire une gestion manuelle. Par exemple, la personne qui va se trouver dans un niveau central ou à un niveau central doit être capable d'aller à un niveau du village ou un niveau de district et expliquer comment on fait une gestion manuelle. Et donc, vous pouvez aussi avoir les deux. D'accord? Ensuite, vous pouvez considérer trois tâches principales: la réception, l'enregistrement et le stockage et la distribution. Dit comme ça, vous allez dire, oh, c'est super facile, il y a rien de bien compliqué. Donc, moi, je vous conseille quand vous aurez la présentation, d'aller voir sur le lien que je vous ai mis dans Tâche et d'essayer de comprendre tous ces processus-là. L'enregistrement et le stockage, ça peut paraître facile. La réception, ça peut paraître facile. Et la distribution, ça peut paraître facile, mais c'est être extrêmement complexe. Si vous ne maîtrisez pas ces trois points, euh, le programme peut s'écrouler. Si vous avez une mauvaise réception, un mauvais enregistrement et un stockage qui n'est pas adéquat à vos produits, la distribution en sera perturbée et ce sera une catastrophe. Donc, il va falloir que vous considériez ces trois points comme primordiaux. C'est très important pour vous de gérer cela et de le gérer convenablement. Donc, que vous soyez pharmacien, que vous soyez financier, que vous soyez, quel que soit votre profil, si vous voulez vous améliorer dans la chaîne d'approvisionnement, ces points-là sont à prendre en compte. Donc, comprenez, si un jour vous voulez être un bon manager ou un bon leader, vous allez apprendre certaines choses. Mais si vous voulez être un meilleur manager et un meilleur leader, vous devez comprendre que la chaîne d'approvisionnement, donc ces trois points, sont extrêmement importants et vous devez les maîtriser à tous les niveaux. Je veux dire, au niveau central, c'est une chose, mais si aux autres niveaux, vous ne maîtrisez pas ce qui s'y passe,
c'est la même chose, c'est une catastrophe. Il m'est arrivé de voir, et il m'arrive encore de voir, au niveau central, tout est parfait, mais dès que la distribution commence à des niveaux inférieurs, c'est une catastrophe. Et qui dit catastrophe, ça veut dire que la distribution est mauvaise, le retour des données sur les consommations sont mauvaises, les quantifications sont mauvaises, tout est mauvais et c'est une catastrophe. Donc il y a une perte de temps, une perte d'argent, une perte des produits et au final, les patients ne sont pas traités. Diapositive suivante. Donc voilà, là ce que vous avez, c'est qu'à chaque niveau, à chaque flux du stock, vous avez différents supports. Donc à la livraison, à la commande, vous aurez un support de transaction. Lors de vos stocks, dans la gestion de stock et l'enregistrement, vous aurez des supports de tenue de stock. Et lors des sorties, c'est-à-dire lors de la distribution, vous allez avoir des supports de consommation. Mais attention, vous avez la dispensation, vous avez les transferts, distribution et surtout les périmés avariés et les pertes. Souvent, ça représente des sommes faramineuses. Là, dernièrement, en République démocratique du Congo et on était justement en train de voir quels étaient les médicaments qui étaient périmés. Et souvent, la quantité est énorme. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait de ces médicaments-là. Parce que ce sont des produits qui ont été achetés, qui ont un coût. Donc, du moment qu'ils sont périmés, avariés ou qu'il y a des pertes, pour X ou Y raison, va falloir se séparer de ces médicaments, hein. Surtout pas les distribuer. Donc, comment faire? Et comment faire? Il va falloir les détruire. Et la destruction aussi a un coût. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il va falloir avoir des supports qui vont permettre d'identifier ces produits périmés, avariés ou perdus. Euh, Diapositive suivante. Donc, tout ça, on va dire que ce sont les outils de gestion de stock. Vous en avez quelques-uns, vous ne les avez pas tous. Donc, vous voyez qu'à chaque support, vous avez des types de documents que vous allez rencontrer, soit sur le papier, soit électronique, etc. Donc, vous avez quatre types de supports. Le dernier support, le quatrième, les outils pour l'assurance qualité, c'est extrêmement important, hein. Ça, je pense que vous le savez. Mais en fait, tous les supports sont tous importants et vous allez vous rendre compte que si un de ces supports-là manque, ça peut être une catastrophe. Donc, par exemple, si vous n'avez pas des fiches de stock qui sont mises à jour régulièrement, vous allez être perdu dans ce que vous avez, ce que vous n'avez pas et ce que vous devez distribuer. Et ça risque d'être un cauchemar et pour vous et pour tout le monde. Donc, tous ces outils de gestion de stock sont très importants. Et je vous demande donc, lors de ce module 5, de ne pas négliger un seul des chapitres. Et si vous avez un doute sur un des chapitres, revenez-y et regardez-les. Ce module 5 est très, très important. Euh, Diapositive suivante. Alors voilà, on a des indicateurs. Vous savez, euh, les indicateurs nous servent justement à nous donner des indications sur ce qui se passe dans nos stocks. Donc là, on a par exemple, pardon, la rotation des stocks. Donc la rotation des stocks, ça mesure le nombre de fois que les stocks ont été vendus pour le secteur privé ou remplacés, c'est-à-dire le nombre de fois qu'ils ont été renouvelés au cours d'une période donnée. Donc là, vous avez une équation qui est relativement simple. Je vous propose de la regarder. Et cette équation, bien sûr, on va vous la reproposer lors du module 5. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est une équation très importante et que souvent les gens ne savent pas trop ce qu'est une rotation de stock, comment on la calcule, à chaque fois que vous allez rencontrer ce type d'équation dans le module 5 ou dans d'autres modules, il faut absolument que vous teniez à jour un fichier. Donc, vous aurez un fichier avec euh, toutes toutes ces équations qui vous permettront de vous indiquer où vous niveau de votre gestion sont utilisés, on va dire, efficacement, c'est-à-dire qu'il y a une bonne rotation. Par contre, lorsque stock faible,
Ça veut indiquer que vous avez un excédent au niveau de vos stocks et que vos stocks restent trop longtemps à produire, vos produits restent trop longtemps en stock pendant une longue période. Et comme vous le savez, quand on parle de médicaments, certains médicaments peuvent avoir une durée de vie de 2 ans, mais d'autres de 3, 4 mois. Donc, il faut être très vigilant sur la rotation des stocks. Vous aurez aussi d'autres indicateurs. On parle de la fente, c'est-à-dire de la perte de la perte au niveau des stocks, du taux de dépense, etc. Donc, vous allez avoir un certain nombre de formules mathématiques qui vont vous permettre de vous indiquer où vous en êtes au niveau de vos stocks. Alors, si vous avez un niveau central énorme, ça va vous demander beaucoup de travail, mais vous pourrez vous en sortir. Quand ça va vous demander beaucoup de travail au niveau central, ça veut dire qu'il va falloir remettre à niveau, revérifier les stocks, etc., pour que vos équations soient remises à jour aussi. Donc, le total de consommation, par exemple, peut être modifié de mois à l'autre, ou d'un semestre à l'autre, en fonction de vos arrivées, en fonction, on va dire, euh, Le besoin. euh, je sais pas, de la température ou des saisons dans une certaine partie de votre pays qui vont amener à consommer plus de produits que d'autres. Et, par exemple, la malaria, voilà, elle est pas saisonnière, elle est peut-être annuelle, elle est là toute l'année, mais il y aura des pics au niveau de certaines saisons. Donc voilà. Euh, Quand vous allez gérer des stocks, il va falloir tout le temps refaire ces équations pour vous assurer que vous avez les bonnes données pour pouvoir ensuite avoir suffisamment de stocks et pouvoir distribuer aussi. Diapositive suivante. Donc voilà, là on arrive au chapitre 3. C'est la sélection des articles à maintenir en stock. Eh bien, écoutez, voilà, c'est ce que vous allez devoir faire à votre niveau, c'est savoir ce que vous devez garder ou ce que vous ne devez pas garder. Donc, la méthode Venn ou la méthode ABC vous aidera là-dedans. Vous pouvez garder tous les articles que vous voulez, il n'y a aucun problème, mais le problème, c'est que certains articles ou certains produits ne vont pas être distribués ou seront très peu distribués. Donc, les garder dans votre stock ne servira qu'à augmenter les coûts. Si je prends un exemple, lorsque le Covid-19 a explosé, tout le monde a acheté des stocks et a bourré les entrepôts euh, de tests, de produits de toutes sortes sur le Covid-19. Et lorsque le Covid-19 du jour au lendemain s'est terminé, les stocks étaient remplis et personne ne consommait plus ces produits-là. Qu'est-ce qu'on en a fait? On les a laissés en stock. Donc pendant un an, on s'est retrouvé dans certains pays, si ce n'est dans beaucoup de pays, avec des stocks pleins de produits qui étaient avariés ou qui étaient périmés. Et donc garder ces produits-là dans cet espace-là au niveau des stocks, ben, ça coûte de l'argent. Non seulement ça coûte de l'argent, parce qu'il faut payer un entrepôt ou il faut le louer, mais en plus ça prend la place d'autres produits essentiels. Donc voilà, il va falloir que vous fassiez une sélection des articles à maintenir en stock. Et donc, ce chapitre-là vous aidera un petit peu à appréhender comment faire. Diapositive suivante. Donc, voilà, les articles à garder en stock. C'est pas forcément à moi à vous dire comment faire, mais vous avez ici une petite liste d'avantages. Il y en a d'autres, évidemment, hein, c'est-à-dire l'avantage de garder des stocks. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que quand le Covid-19 est arrivé, il y a eu des ruptures de stock parce qu'en fait, on n'avait pas assez de produits en stock. Donc voilà, il va falloir un petit peu réfléchir parce que les pandémies vont être de plus en plus régulières et c'est à vous à décider, à voir si vous voulez garder plus de produits en stock en cas d'urgence. Donc là, vous voyez, on peut garantir la disponibilité des produits, réduire les coûts, etc. Et puis à la fin, au dernier, vous avez urgence. En effet, si jamais vous avez une épidémie ou si le Covid-19 revient encore plus violent ou une autre type d'épidémie arrive encore plus violente, est-ce qu'il ne serait pas acceptable de garder un certain type de produit en stock, par exemple, au cas où? Évidemment, ça va coûter de l'argent.
Évidemment, ça va prendre la place. Mais est-ce que ce ne serait pas intelligent de faire cela? Donc, c'est à vous à y penser. Je pense on va vous en parler dans ce module-là. Mais si vous avez la possibilité de voir les conséquences du COVID-19, je pense qu'Empower a déjà fait des webinars sur ça et je pense en avoir fait aussi. Les conséquences du COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement. Donc là, voilà, on a essayé de mettre en exergue le fait que le COVID-19, ça s'est passé, mais autre chose se passera et qu'il est souvent préférable d'avoir certaines choses en stock, même overstock, c'est-à-dire en surplus, que pas. On prend souvent l'exemple de l'antivenin, de serpent, préférable d'en avoir beaucoup plus que pas assez. Si jamais vous en avez plus en stock et que quelqu'un se fait mordre par un serpent, on fait quoi? Donc, ce genre de produit, il faut à la rigueur en avoir plus en stock, même si on va dire que la durée de vie n'est pas folichonne, n'est pas super. À la rigueur, vous en avez en stock et vous pouvez soigner et vous pouvez traiter. Donc, c'est une chose à laquelle vous pouvez aussi penser. Alors, ce que je vous ai dit aussi, les inconvénients de garder des stocks, c'est évidemment, on immobilise des capitaux importants sous forme de médicaments. Oui, c'est sûr, c'est un inconvénient. Quand les stocks augmentent, les coûts augmentent. Oui, aussi, c'est un inconvénient. Augmentation des risques de perte, de péremption, de vol. Oui, évidemment, on peut le prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une recherche constante d'équilibre. Il ne faut pas être plus à côté ou plus de l'autre côté. On essaye chaque fois de rechercher un équilibre et de le justifier. Parce que votre patron, votre boss va te dire, oui, mais attendez, pourquoi vous gardez ça? Ça ne sert à rien. Et donc, c'est à vous, en tant que leader, parce que là, à ce moment-là, c'est le leader qui parle, qui devait expliquer et qui devait expliquer avec des données rationnelles et puis avec des calculs ou des explications aussi, on va dire, rationnelles, pourquoi vous préférez garder ce type de produit en stock, même s'il coûte de l'argent. Donc voilà, le leader, c'est lui qui s'exprimera et qui expliquera à ses supérieurs pourquoi vous le gardez. Et donc, vous devez rechercher une, une constance dans l'équilibre. Diapositive suivante. Alors là, niveau des stocks de sécurité, comme vous le savez, les stocks de sécurité, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est très utile. Donc là, on va vous apprendre à gérer les stocks de sécurité, comment les calculer. Donc ça, c'est très important. Souvent, on me dit, mais comment on calcule les stocks de sécurité? Ben, écoutez, on va vous faire des calculs. Donc, évidemment, il y a plusieurs méthodes, hein. Vous en avez des dizaines de méthodes, mais la méthode que nous, on vous propose est quand même suffisamment précise pour que vous puissiez la garder et l'utiliser lorsque vous allez gérer vos stocks. Donc, moi, je vous conseille de suivre, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, de suivre les méthodes qu'on vous donne et les calculs qu'on vous donne. Diapositive suivante. Donc voilà, ça c'est. Alors, le stock de sécurité est plutôt vers le bas. Le niveau de service, c'est ce dont je vous parlais en tout début. Voilà, alors calculer un niveau de service, c'est une formule très très simple, hein, d'accord? Si vous avez 20 produits dans un bon de commande et que chaque produit, alors il y a 10 unités de chaque produit commandé, vous avez 200 articles, d'accord? Donc si vous livrez seulement 170 articles, divisez 170 par 200 multiplié par 100, vous allez 85. Donc votre niveau de service sera 85%. Attention, ça, vous devez le remettre dans le contexte. En admettant que les 30 articles que vous n'avez pas livrés sont des articles vitaux, ben, votre niveau de service n'est plus de 85%. Il sera peut-être bien inférieur et à la rigueur, vous serez satisfait du niveau de service que vous avez fourni, sauf que les 30 articles que vous n'avez pas fournis et qui sont vitaux n'ont pas été livrés. Donc voilà, ça c'est la formule la plus simple et dans ce module 5, on va vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette formule et donc aussi la mettre en perspective. Ensuite, on passe au stock de sécurité. Alors, le stock de sécurité, comment on le calcule? C'est assez simple, c'est
la CMM multipliée par le délai de livraison multiplié par FC. C'est un facteur d'ajustement. Alors, le facteur d'ajustement, on va vous l'expliquer, c'est assez compliqué hein, comme formule, mais on va vous l'expliquer dans le module 5. En admettant qu'on ait un facteur de 10% d'ajustement, d'accord, et que votre consommation mensuelle moyenne est de 1000 unités, et que le délai de livraison est de 3 mois, ben écoutez, on fait 1000 fois 3, ça fait 3000. On prend 10%, ça fait 300. Donc, le stock de sécurité sera de 3300 unités. Voilà. C'est une des formules que vous allez apprendre, que vous allez étudier et que vous allez noter. Donc, pas forcément, ne notez pas forcément celle que je vous montre ici, du module 5. Diapositive suivante. Suivante. Voilà. Alors, le chapitre 5, c'est modèle de contrôle des stocks et fréquence de réapprovisionnement. Donc là, on va vous apprendre, même si vous le savez, euh, comment on contrôle et comment on réapprovisionne. D'accord? Ça peut paraître simple, mais c'est quand même assez complexe puisque souvent on se retrouve avec, dans beaucoup de pays, avec des professionnels qui font face à des ruptures de stock ou alors à des stocks importants, des surstocks, et sont des professionnels. Donc là, on va vous apprendre dans ce chapitre-là comment faire. Diapositive suivante. Alors n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés par ce graphique. C'est un graphique que vous allez souvent voir passer sous différentes formes, sous différentes couleurs, etc. Donc là, je vous ai mis un lien où il y a un article et qui vous montre ce graphique et qui vous explique un petit peu à quel moment on doit passer la commande, à quel moment on se réapprovisionne. Donc, comme vous le voyez sur ce graphique, il y a un point de commande, un stock de sécurité, un délai de réapprovisionnement, un rythme de consommation. Donc, tout cela, même si ce graphique fait un petit peu peur, ces choses-là, vous allez devoir les maîtriser. Et vous allez les maîtriser dans ce chapitre 5. Quand vous allez les maîtriser et que vous allez revoir ce graphique, vous allez dire, ben voyons, c'était vachement simple. Donc ne soyez pas effrayés par la courbe, par les couleurs, par tout ce qui est écrit. C'est quelque chose que vous allez maîtriser ou que vous maîtrisez déjà et qu'il faut continuer à maîtriser souvent. Et c'est pas simplement au niveau du stock au niveau central, c'est à tous les niveaux. Donc, ce graphique-là et cette façon d'approche au niveau de la contrôle des stocks et de la fréquence des commandes, c'est à tous les niveaux. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Ce que je vous demande, c'est toujours de chercher l'équilibre. Alors ça va revenir souvent. On recherche l'équilibre, on recherche l'équilibre, on recherche l'équilibre. Alors, comme vous voyez, des achats importants et peu fréquents peuvent entraîner des niveaux élevés de stock moyen. Mais le stock moyen peut être réduit en passant plus de commandes avec des volumes moins importants. Je ne vais pas vous dire quelle est la meilleure méthode, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. C'est-à-dire, est-ce que la consommation moyenne mensuelle est importante? Mais est-ce qu'elle est importante? Oui, mais à quel niveau? C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une consommation moyenne mensuelle importante dans un certain niveau de livraison et moins dans un autre. Donc, il va falloir que tout ça, vous mettiez en perspective et que vous trouviez un équilibre en fonction de ces contraintes-là. Et les contraintes, je peux vous dire, elles sont énormes. Donc, au niveau de la gestion de stock et au niveau central, justement, les contraintes que vous allez devoir gérer sont énormes. Pourquoi je dis qu'elles sont énormes? Parce que c'est la réalité. Et alors, comment pallier à cette énormité de contraintes? Moi, je vous conseille si vous avez la possibilité, de vous tourner vers des formations qui vous apprennent à être un manager et un leader. C'est-à-dire que les managers et les leaders
apprennent, apprennent à essayer de faire avec ces contraintes. Et quand on essaye de faire avec ces contraintes, ça veut dire qu'en tant que leader ou manager, on utilise son équipe, on écoute son équipe, on entraîne son équipe, on gère son équipe et on est le leader de son équipe. On a une vision. Tout ça, ça s'apprend. D'accord? Être un leader, il y en a, on va dire, ouais, les leaders, on est leader. Non, non. Il y en a une certaine portion qui naissent leader, on va dire 30%, d'accord, qui naissent leader, mais le leadership, ça s'apprend. Donc, pour essayer de trouver cet équilibre et en fonction de ces contraintes-là, devenez un leader. C'est très important. Et surtout, ne croyez pas que devenir un leader, c'est en claquant des doigts. Ça s'apprend. C'est long, mais ça s'apprend. Et une fois que vous l'apprenez, vous deviendrez un leader. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais mentionner en aparté. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, on arrive à l'avant-dernier chapitre, me semble-t-il, c'est le modèle avancé de gestion des stocks. Donc, alors ça, si vous aimez les mathématiques, vous allez la manger. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Euh, on va pas faire des logarithmes népériens ou on va pas faire des choses extrêmement compliquées, mais on va quand même comprendre certains concepts de mathématiques qui sont essentiels pour que vous puissiez gérer correctement les stocks. Donc, diapositive suivante. Voilà. Donc, ces modèles vont vous permettre d'identifier des tendances, c'est-à-dire quelles sont les tendances de votre stock. Vous voyez, euh, pourquoi il y a des baisses et pourquoi il y a des hausses? Pourquoi y a-t-il des mois atypiques? Alors ça, il va falloir que vous essayiez de le comprendre au niveau de votre gestion de stock. Ouais, il m'est arrivé de voir, et je pense que vous pouvez avoir cette expérience-là aussi, par peur de rupture de stock, par exemple, les sites peuvent commander beaucoup, davantage. Et puis, quand ils se rendent compte que le mois suivant, euh, ils ont trop de stock, ils ont peur de la péremption, ils vont commander moins. Donc, tout ça, il va falloir que vous l'identifiez. C'est-à-dire que pourquoi y a-t-il tant de hausses? Pourquoi y a-t-il tant de baisses? Pourquoi y a-t-il des mois atypiques? Alors, tous ces modèles mathématiques qu'on va vous proposer vont vous permettre de mieux gérer ces aléas. Mais par contre, de votre côté, il va falloir que vous investiguiez. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il autant de baisses, autant de hausses à ce niveau-là, à cet endroit-là? Pourquoi y a-t-il des mois atypiques? Donc, quand vous avez la raison et qu'elle vous semble rationnelle, c'est très bien. Si elle ne vous semble pas rationnelle, il va falloir que vous vous déplaciez et que vous expliquiez. Alors, là, il y a un petit problème à votre niveau, vous savez, vous gérez pas très bien les stocks, vous avez peur d'être en rupture de stock, vous avez peur d'être en surstock. Donc, alors, je vais vous donner une méthode de comment faire, etc. Donc, c'est à vous à expliquer. Et le module 5 va vous permettre de vous donner des moyens pour pouvoir expliquer ces choses-là à d'autres personnes. Donc là, je vous en ai cité deux. Vous avez le lissage exponentiel qui en fait introduit la CMM pour pouvoir réduire les variances des données de consommation. Donc, n'ayez pas peur sur ce que je vous explique, vous le verrez très en détail dans le module 5. Et l'écart type, c'est plus ou moins la même chose. Donc, n'ayez pas peur des formules mathématiques que vous allez avoir dans ce module 5. Elles vont vous permettre de mieux gérer vos stocks. Donc, diapositive suivante. Alors là, c'est le dernier chapitre et là, on va vous aider à calculer euh, des choses qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire le stock minimum et le stock maximum. Ça, c'est des choses que vous devriez maîtriser à tous les niveaux. Bon, c'est toujours un petit peu difficile de le faire au niveau central parce qu'on se retrouve avec des stocks énormes, c'est-à-dire des salles entières, etc. Mais vous pouvez le faire sur, par exemple, la partie VIH, ou vous pouvez le faire sur la partie, je sais pas, cold chain, c'est-à-dire la chaîne de froid. Donc, pas besoin de le faire sur le stock entier de votre stock central,
Mais à la rigueur, vous pouvez vous entraîner, essayer de calculer ça au niveau de certains produits. Diapositive suivante. Donc voilà. Vous avez ici des calculs. Alors, encore une fois, ne paniquez pas, hein. C'est juste des calculs avec voilà, le stock minimum, c'est la CMM ajustée. Alors, la CMM ajustée, que vous voyez, CA égale CMM ajustée. La CMM ajustée, on va vous l'expliquer aussi. C'est-à-dire que c'est la consommation moyenne mensuelle ou la consommation moyenne ajustée en fonction des ruptures de stock. Donc, c'est une équation assez effrayante, mais quand on l'a compris, elle n'est pas effrayante du tout, qui va vous permettre d'ajuster votre consommation moyenne en fonction des ruptures de stock. J'ai reçu dernièrement une personne qui m'a envoyé un mail en me disant, oui, votre module 5 ou alors sur la consommation moyenne mensuelle ajustée, elle est fausse parce qu'en fait, j'ai trouvé une équation, une autre équation sur le net et elle est différente de la vôtre et elle me donne des chiffres différents. Donc, on a regardé ensemble les chiffres et je lui ai dit à cette étudiante, je lui ai dit, écoutez, vous voyez, nous, Empower, on vous propose une équation très précise. Vous, l'équation que vous avez utilisée n'est pas précise. Je m'explique. Par exemple, vous dites que la rupture de stock est de 42 jours. 42 jours, la personne m'a dit. Et vous avez fait sur 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. Elle m'a dit oui, c'est bien ça. Et j'ai dit, eh bien non. Vous auriez dû le faire non pas sur 90 jours, mais probablement sur 92 jours. Parce que un mois, le premier mois, c'était 31, le deuxième, c'était 30, et le troisième, c'était 31. Donc, au lieu de prendre 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, vous auriez dû prendre 92 jours. Et est-ce que vous avez travaillé tout le temps pendant ces 92 jours, oui ou non? Donc, il faut faire attention à ce que vous voyez sur le net et il faut faire attention aux calculs que vous allez effectuer. Ces calculs sont très précis. Si vous vous trompez de 2 jours, de 3 jours ou de 1 jour, vos calculs, surtout quand vous gérez des stocks énormes, peuvent être extrêmement euh, faux. C'est-à-dire que votre stock minimum et votre stock maximum pourra être faux. Comme vous voyez dans ce graphique-là, il faut naviguer entre les deux. Mais si votre minimum et maximum est faux parce que vous vous êtes trompé au niveau, on va dire, de la CMM ajustée, au niveau de vos jours, alors vos stocks minimum et vos stocks maximum seront faux. Et quand on travaille dans des stocks très importants, il faut s'assurer de la mise à jour régulière des données. Donc tout ça, vous allez le voir au niveau du module 5 au chapitre 7. Diapositive suivante. Oh ben voilà, c'est terminé. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez, et ce serait sympa, de partager votre expérience du module 5 à ceux qui n'y sont pas encore arrivés, ce serait très bien. Si vous pouviez aussi me partager vous savez, je vous ai donné 3 questions à propos de votre pays. Donc, si vous avez des réponses à ces questions-là, voilà, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, écoutez, je suis à votre disposition. Clétus? Oui, salut. Bonjour à vous. Merci pour la présentation. Je voudrais comprendre quelque chose, hein, au niveau du premier chapitre, pour ce qui concerne le niveau de service, le pourcentage correspond à quoi? À la disponibilité? Quand on prend les trois composantes vitales, essentielles et non essentielles, le premier, le vital, c'est 100%. On parle de 100% de disponibilité. Le second essentiel, c'est 90% et 15 jours de rupture maximum. Ces 90% correspond à quoi? Merci. D'accord. Très bonne question. Alors, attendez que je reviens. Voilà. Alors, écoutez, la méthode Venn ou la méthode ABC, quand on dit
on dit 100% de disponibilité, c'est-à-dire que vous devez les avoir en stock et prêts à être distribués. Donc, moi, j'ai dit 100%, mais il est possible qu'on prenne 83%. Vous voyez? Donc, là, on prend 100%, 90%, 80%, mais les pourcentages restent des pourcentages. Donc, si je prends, par exemple, la méthode Venn, alors attendez, je vais au chapitre concerné. Vous avez un pourcentage aussi qui est basé sur le coût du produit. Par exemple, je suis capable de livrer 95% de ce produit-là qui ne me coûte pas grand-chose. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, dans le secteur privé. Ça, c'est le secteur privé qui va dire, moi, je vais faire des bénéfices, par exemple, sur ce produit-là, qui ne coûte pas grand-chose, mais que je vais pouvoir livrer facilement. Par exemple, je ne sais pas, on va parler du Pepsi. Du Pepsi. Donc, le Pepsi, une société va pouvoir dire, ça représente 95% de ce que je peux livrer et ça représente 5% de mon coût total. Donc, voilà, il y a deux méthodes. Vous allez pouvoir les regarder avec beaucoup d'attention et de précision dans le module 5, où la méthode Venn et la méthode ABC va vous être expliquées de long en large. Et donc, on va vous expliquer explicitement ce que veut dire ces pourcentages et comment les utiliser. Donc, ce sera à vous de faire, bon, la méthode 20 est souvent utilisée. Est-ce qu'elle sera adaptée à votre gestion de stock? Ce sera à vous d'adapter la méthode 20 ou ABC, mais il y en a d'autres, à votre gestion de stock. Donc, encore une fois, ne prenez pas trop pour argent comptant ce que je vous dis là. Vous allez vraiment travailler sur ces méthodes-là et mieux les comprendre et vous les approprier lorsque vous serez sur le module 5. Billy, allez-y. Bonjour là, bonjour à tous. Bonjour. Euh, Merci beaucoup pour la présentation. Euh, Moi, j'ai quelques petites questions. J'ai déjà eu à passer un peu en revue le module 5, mais la grande difficulté que je rencontrais, c'est plus quand on parle de modèles mathématiques dans le calcul de facteurs de correction. Sincèrement, c'était vraiment difficile à mon niveau. Bon, j'ai essayé de comprendre carrément à mon sens, mais c'est pas facile. Quand on parle de lissage exponentiel, des écarts types dans les calculs de stock de sécurité. Je ne sais pas si vous pouvez revenir là-dessus. Ça pourrait beaucoup m'aider personnellement. Alors, Alors, mais oui. les autres questions, la première question d'abord, c'est par rapport à la freinte. Dans les cours, je vu quelque part, il est dit que la freinte, d'abord dans la formule de la freinte, on dit que la freinte, c'est la valeur du stock initial, la somme de la valeur, valeur stock initiale plus l'ensemble des achats, moins la valeur de biens distribués plus la valeur du stock final. Donc, cette différence-là, c'est ce qu'on appelle freinte. Maintenant, on dit que la freinte ne peut pas être égale à zéro. Si la freinte est égale à zéro, c'est le signe qu'il n'y a pas eu une bonne gestion. Bon, à mon sens, étant donné que la freinte, on voit l'ensemble de pertes. Alors, si on trouve que l'ensemble de pertes qu'on a fait, on a fait une bonne gestion et qu'on n'a pas eu de pertes, et la perte est égale à zéro, comment on pourrait dire que la freinte ne peut pas être égale à zéro? Moi, je pense qu'à mon sens, Oui. que si la freinte est égale à zéro, au contraire, c'est qu'on a été un très bon gestionnaire. Là, c'est la première question. D'accord. Là, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant les quantités à acheter. Il y a toujours un équilibre, quand vous avez dit qu'il faut toujours avoir, entre ce qu'il faut acheter et le coût de la gestion, le coût de la gestion du stock. Bon, on a tous vécu ce qui s'est passé avec Covid. Nous avons vu que dans le cours, on a dit plus vous avez le stock, plus vous avez la chance de servir, mais vous avez un coût élevé dans la gestion. Mais nous avons constaté que cette situation a été profitable pendant que nous étions pendant le Covid. Donc, plus on avait le stock, plus on pouvait desservir la population,
plus nous étions en situation de sécurité. Maintenant, comment trouver cet équilibre, comme on dit? Donc, quelle est la quantité réelle qu'il faut acheter? Parce qu'on achète plus, on est à l'abri pour dire que s'il y a des épidémies, on peut gérer la catastrophe. Mais au même moment, on est exposé dans le coût de gestion. On a des coûts un peu élevés. Alors, ma question, c'est que comment trouver la quantité réelle à acheter? Là, c'est la deuxième question. D'accord. Vous en avez que deux? J'ai 4 questions, excusez-moi. L'avant-dernière question, c'est par rapport au stock de sécurité. Dans le cours, il est dit, le stock de sécurité est égal à la consommation moyenne mensuelle revue, multiplié par délai de livraison, multiplié par le facteur d'ajustement. Dans certains pays, il est dit qu'ils utilisent, pour ces facteurs d'ajustement, ils utilisent 1,5, la valeur de 1,5. Donc, ils multiplient par 1,5 cette valeur de correction. Certains, ils utilisent la valeur de 1. Bon, je ne sais pas, idéalement, cette facteur de correction, si on est dans le calcul sur papier, pas que nous sommes dans la machine. Dans la machine, c'est vrai que ça sera automatique avec le lissage exponentiel, avec tout ce qu'on a vu dans le cours. Mais si on est sur papier, le calcul mathématique sur papier, c'est quand on utilise cette facteur de correction. Cette facteur de correction, combien il faut utiliser? Ça sera 1,5, ça sera 1. Quelle est la vraie valeur qu'il faut utiliser? Et la dernière question, Ah oui, la dernière question, excusez-moi, je chiffre déjà, c'est par rapport à la valeur de stock de sécurité. Quand on dit qu'au niveau central, donc l'idéal serait avoir le mois de stock disponible, par exemple, 3 mois de stock disponible, et on dit que le stock de sécurité, on devait avoir 3 mois de stock de sécurité. Au niveau régional, on parle de 2 mois. Au niveau du district, on parle de 1 mois. Et au niveau de Fossa, on parle de 1 mois de stock de sécurité. Bon, je ne sais pas. Et de manière idéale, sans partir par des calculs mathématiques, comme avec les séries exponentielles et tout, quels sont en termes de mois de stock de sécurité, combien il faut avoir à chaque niveau? Combien il faut au niveau central, combien il faut au niveau régional, au niveau du district? Il faut avoir combien en termes de stock de sécurité? Ce sont là un peu mes 4 petites questions. d'accord. Donc, alors on va essayer de vous répondre rapidement. Bon, pour le modèle mathématique, je comprends que vous ayez des problèmes. Et puis, je pense qu'il ne faut pas que vous hésitiez quand vous avez des problèmes de contacter Empower pour leur demander un support. C'est-à-dire que si vous êtes perdu au niveau des modèles mathématiques et que vous n'arrivez pas ou que vous ne comprenez pas, il y aura toujours des personnes disponibles pour discuter avec vous et vous l'expliquer. D'accord? Ne pensez pas que vous êtes seul à Empower, hein. Même si vous faites tout ça en ligne, il faut que vous écriviez à Prerna, par exemple, en lui disant, écoutez, moi j'aimerais bien que quelqu'un m'explique parce que là je suis complètement perdu. Et si je suis perdu, ça ne sert à rien que je continue. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Ça, c'est le premier point. Les modèles, alors au niveau des pertes, oui, vous dites que si vous êtes à zéro, vous êtes un bon gestionnaire. Oui, oui, pourquoi pas? Ça se discute, hein, ça se discute. Mais vous pouvez aussi, on peut aussi vous dire, mais attendez, vous avez fait une erreur. Donc on va refaire les calculs. Et si là vous arrivez à quelque chose qui n'est plus égal à zéro, on va dire, ben, vous avez vu le calcul, voilà. Donc tout dépend. Si vous estimez que zéro c'est un bon nombre, tout dépend où vous avez calculé votre perte. Si c'est au niveau central, si c'est au niveau régional, district, au niveau des zones de santé, des fossats, etc. D'accord. Ce qu'on vous donne là, ou ce qu'on vous dit, si vous êtes au niveau, si vous arrivez à zéro, c'est que vous avez mal géré vos stocks. Alors, si vous êtes à zéro, considérez que peut-être vous avez bien géré vos stocks, mais revoyez vos calculs quand même. Et si vous êtes vraiment à zéro, ça veut dire que c'est parfait, que tout va bien et que vous devez distribuer et expliquer votre modèle aux personnes qui sont aux alentours. Donc voilà, même si on dit que zéro, c'est pas bon et que vous l'estimez bon, refaites quand même vos calculs pour être sûr que vous n'êtes pas trompé quelque part. Après, moi, je ne dirais jamais, si vous êtes un excellent gestionnaire, on a besoin d'excellents gestionnaires, donc restez-le, hein.
Après, les quantités à acheter. Alors, oui, vous m'avez parlé du Covid et j'en ai aussi parlé. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, l'équilibre que l'on doit trouver entre ce que l'on achète, ce que l'on doit stocker, c'est très compliqué. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'habituellement, on achète à un fournisseur ou deux fournisseurs. Alors, pourquoi pas acheter à six fournisseurs? Vous voyez? Parce que pendant le Covid, par exemple, tous les fournisseurs, ou 80% des fournisseurs se trouvaient où? Se trouvaient à Wuhan, en Chine. C'est-à-dire que quand ils ont fermé en Chine, euh, les ingrédients actifs pharmaceutiques, la Chine n'envoyait plus à l'Inde. Et donc l'Inde ne pouvait plus fabriquer de médicaments. Et quand l'Inde a été aussi a été fermée, c'est-à-dire ils ont été confinés, l'Inde ne pouvait plus exporter ses produits pharmaceutiques. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait acheter ailleurs qu'en Inde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas avoir simplement un ou deux fournisseurs en Inde, mais en avoir plusieurs. Ça veut dire que les coûts vont augmenter. D'accord? Et si les coûts augmentent, ça veut dire que la gestion des stocks sera plus compliquée. Et pour éviter qu'il y ait un nouveau Covid, il va falloir acheter un petit peu plus de médicaments. Donc avoir un surplus de stock. Et tout ça, oui, ça a un coût. Et comme je vous l'ai dit, tout ça, il va falloir en discuter avec et à vos décideurs et à ceux qui ont de l'argent, en leur disant, écoutez, nous, voilà, on a une nouvelle stratégie au niveau des coûts des produits. On a décidé, parce qu'on a peur qu'il y ait une autre épidémie, de faire comme ça, d'avoir plusieurs fournisseurs, non pas simplement en Inde, mais aussi en Asie et pourquoi pas en Amérique du Sud et en Afrique. Mais on a aussi décidé d'augmenter les stocks de ces produits-là pour être sûr qu'en cas de problème, on puisse se retourner. Donc oui, va falloir trouver un équilibre. Et si l'équilibre ne veut pas dire que euh, vous gérez des stocks avec peu de moyens, avec peu de personnel, etc. Non, une bonne gestion de stock, il faut mettre aussi l'argent sur la table en disant, nous, on veut gérer correctement notre entrepôt avec plus de personnel, plus de formation, donc ça va demander plus de personnel, plus de formation, euh, je ne sais pas, plus de rénovation, etc. Donc, quand je demande l'équilibre des coûts, ça va passer par une dépense supplémentaire. Cette dépense supplémentaire, elle se verra au niveau du nombre de fournisseurs, au niveau de votre entrepôt qui devra peut-être grandir, au niveau du personnel qui devrait être formé, au niveau du personnel qui devrait être recruté et au niveau du stock supplémentaire que vous devez avoir. Donc voilà, il va falloir dépenser pour équilibrer. Parce qu'avant, on ne dépensait pas trop et même on dépensait moins. Et en dépensant moins, il y a plus de médicaments qui sont arrivés. Et avec le même personnel, on a géré des quantités encore plus énormes de médicaments. Donc, il va falloir dépenser davantage pour justement rééquilibrer ça. Avant, on dépensait pas assez. Maintenant, il va falloir redépenser davantage pour être à l'équilibre et pour pouvoir être sûr de faire face à des problèmes qu'on va avoir, qu'on aura de toute façon dans le futur. Parce que d'autres épidémies, on aura. D'autres guerres, on aura. Et voilà. Si vous avez des guerres qui ne vous permettent pas d'avoir une livraison suffisante au niveau des produits, ben, on fait comment? Voilà, quoi. Donc, oui, trouver l'équilibre, mais dépenser pour trouver l'équilibre. C'est-à-dire remettre un petit peu la machine à niveau. Et votre dernière question, c'était quoi votre dernière question? Ah oui, non, l'avant-dernière question, c'était le facteur de correction. Alors, le facteur de correction, moi, j'ai mis 10% complètement au hasard, hein. J'aurais pu mettre 1%, 1,5%. Et donc, dans le module 5, puisque vous l'avez fait, vous avez un calcul de facteur de correction. Et encore une fois, le facteur de correction dépend de l'endroit où vous êtes, des quantités que vous avez, etc., etc. Il n'y a pas de facteur de correction type. Et elle dépend aussi des pays où vous êtes, des endroits où vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez un facteur de correction en Allemagne, il ne sera probablement pas le même facteur de correction en Thaïlande ou au Niger ou ailleurs. Donc les facteurs de correction sont variables et si je me souviens bien, il y a un de ces calculs-là au niveau du module 5. Donc encore une fois, si vous avez un problème à un niveau là, notez le problème là. Quand vous avez fini un chapitre ou le module 5, vous demandez après un support, une aide. D'accord? Et après, la valeur du stock de sécurité, encore une fois, tout va dépendre
de l'endroit où vous êtes, comme vous dites, au niveau central. Tout va dépendre quel type de produit vous parlez. Si par exemple on parle des produits tuberculose en République démocratique du Congo et avec des fonds qui viennent du Fonds mondial, on va dire que le stock de sécurité sera de 8 mois par exemple au niveau central ou de 3 mois au niveau des fossats. Donc, tout ça va dépendre de beaucoup de critères. Ça va dépendre de l'endroit où vous parlez du stock de sécurité. Ça va dépendre quels sont les fonds disponibles pour votre stock de sécurité. Est-ce que ce sont des fonds gouvernementaux? Est-ce que ce sont des fonds de la Banque mondiale ou du Fonds mondial? Donc, tous ces critères-là, il va falloir les prendre en compte pour faire votre quantification et calculer vos stocks de sécurité. Vos stocks de sécurité, si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas de stock de sécurité. C'est pas plus simple que ça. Donc, il va falloir faire une gestion de stock en flux tendu qui est compliquée. Si vous avez beaucoup d'argent, voyez comment vous pouvez gérer et vous rassurer. Est-ce que vous pensez que les stocks de sécurité doivent être très importants à ce niveau-là pour X ou Y raison? Donc, ça va être à vous à jouer là-dedans. Donc, vous dire qu'il faut un mois de stock de sécurité euh, au niveau des centres de santé, oui, mais combien de temps, par exemple, allez-vous prendre pour réapprovisionner votre centre de santé depuis, par exemple, un endroit précis? 3 mois? Est-ce que ce sera la saison des pluies? Est-ce que 3 mois, ce sera 6 mois pendant la saison des pluies? Donc, votre stock de sécurité va être recalculé et redéfini en fonction de beaucoup de paramètres clés, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je sais que je réponds pas beaucoup à vos questions, mais vous donner des chiffres comme ça, ce serait vous induire en erreur, parce que les chiffres vont varier d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et d'un fossat à l'autre et on va dire, d'un produit spécifique à un autre. Donc, c'est compliqué.